Salutations et bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir choisi de m'accompagner dans le royaume, entre le jour et la nuit, où que vous soyez. N'hésitez pas à partager votre localisation et l'heure actuelle dans les commentaires, car je suis curieux de savoir jusqu'où ces récits apaisants sur la science peuvent vous atteindre. Si ce contenu vous aide à vous détendre ou vous apporte un doux sourire avant le sommeil, je vous invite à soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant. Vos actions contribuent à la création de ces excursions tranquilles et stimulantes pour l'esprit. Ce soir, notre focus porte sur l'essence de l'eau, un élément banal mais remarquable qui s'entrelace avec notre monde, notre histoire, la biologie et même nos rêves. Depuis ses origines, dans l'immensité de l'espace jusqu'aux mers anciennes, aux périodes glaciaires, en passant par les mythes et les civilisations, nous retracerons son voyage jusqu'au ver posé à votre chevet. Bien que mon objectif soit de captiver votre intérêt, mon véritable dessein est de vous guider paisiblement vers le sommeil. Toutefois, si vous restez éveillé, vous découvrirez des secrets sur la glace, les aqueducs romains et l'âge ancien de chaque goutte que vous buvez. Installez-vous confortablement, savourez une boisson chaude et embarquons ensemble dans cette exploration. Bien longtemps avant les teintes azures de la Terre, avant que les nuages ne dansent dans son ciel et que les océans n'effleurent ses rivages, le cosmos contenait une étendue silencieuse et glaciale où les humbles molécules de H2O entamaient leur voyage mouvementé. La fusion de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène ne s'est pas produite sur notre planète, mais plutôt dans les immenses noyaux lumineux de étoiles lointaines. L'hydrogène, le plus ancien élément existant, joua un rôle crucial. Quelques minutes seulement après le début de l'univers avec le Big Bang, l'hydrogène était déjà présent, dérivant au sein d'une mer de radiation. Étant l'élément le plus léger et le plus abondant, il peut être considéré comme la pierre angulaire fondamentale du cosmos. Par la suite, dans les noyaux ardents des étoiles, la fusion nucléaire transforma l'hydrogène en éléments plus lourds, tels que l'oxygène. Ces étoiles massives, lorsqu'elles explosèrent en étant supernovae et spectaculaires, dispersèrent cet oxygène à travers l'univers comme des confettis célestes. Imaginez ces deux composants, l'hydrogène et l'oxygène, se rencontrant au cœur de l'espace. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une rencontre fortuite, l'espace ressemble davantage à une valse lente et délibérée qu'à une autoroute frénétique. Dans des circonstances particulières, notamment au sein des particules glacées suspendues entre les étoiles, ils commencent à former des liaisons. Ce processus produit de minuscules molécules d'eau, souvent piégées dans un état gelé sur de minuscules particules de poussière cosmique. En effet, l'eau initiale dans l'univers était essentiellement du givre cosmique. Progressivement, ces particules ont commencé à s'agréger. Des amas de grains recouverts de glace se sont conglomérés, consolidant parfois en entités plus grandes telles que des comètes, des astéroïdes et des protoplanètes. De nombreux experts pensent qu'une partie importante de l'eau de la Terre n'a pas été originellement sur notre planète, mais a été transportée ici depuis l'espace. Imaginez une Terre primitive, encore en fusion et inhabitable, bombardée par de nombreux comètes et astéroïdes. On dirait presque que l'univers tentait ardemment d'hydrater un monde naissant. Ce concept est connu sous le nom de bombardement tardif intense, une phase dramatique dans l'histoire primitive de la Terre, lorsque des fragments cosmiques descendaient en abondance. Au milieu du chaos et des débris, est arrivé l'eau, potentiellement en quantité suffisante pour former d'immenses océans. Les comètes, principalement composées de glace, seraient probablement responsables de la livraison d'une quantité importante d'eau. Une partie de l'eau actuelle de la Terre pourrait avoir été apportée par des astéroïdes, qui contiennent des intérieurs glacés et une composition riche en volatiles. Il est quelque peu rassurant de penser que la substance vitale de la planète est potentiellement arrivée par d'innombrables boules de neige céleste. L'origine de l'eau de la Terre reste un sujet de débat. Certains scientifiques suggérant que l'eau pourrait s'être formée à l'intérieur de la planète et avoir été libérée par dégazage volcanique. Ils proposent que la vapeur d'eau ait pu s'élever à travers des fissures dans la croûte terrestre et se condenser lorsque la Terre se refroidissait. En réalité, il s'agit probablement d'une combinaison des deux scénarios,
avec de l'eau provenant aussi bien du dessus que du dessous. Une fusion de livraisons cosmiques et de processus géologiques. Surprenamment, beaucoup des molécules d'eau originelles, c'est moi, qui sont arrivées sur Terre il y a 4 milliards d'années, pourraient encore être présentes aujourd'hui. Bien que l'eau change constamment de forme et se déplace, ces molécules persistent en tant que survivantes résilientes. Il est possible que quelques-unes de ces molécules anciennes soient actuellement présentes dans votre verre d'eau, inconsciente de leur voyage ancien. L'eau étant la seule substance sur Terre à exister naturellement sous forme solide, liquide et gazeuse, doit cette propriété à sa structure moléculaire. Un triangle plié avec des atomes d'hydrogène au sommet et de l'oxygène au centre. Cette forme unique entraîne une légère charge électrique qui permet à l'eau de former des liaisons hydrogènes, la rendant adhésive au niveau moléculaire. Ces caractéristiques distinctives font de l'eau un solvant efficace, lui valant le surnom de solvant universel. Ces propriétés adhésives permettent à l'eau de monter dans de petits tubes contre la gravité, phénomène connu sous le nom d'action capillaire. Les arbres peuvent absorber l'eau de leurs racines jusqu'à leurs feuilles, et une serviette en papier peut absorber les liquides de manière satisfaisante. Cependant, avant que ces processus ne puissent se produire, la Terre devait refroidir et développer une croûte. L'eau est arrivée à l'origine via des comètes ou par dégazage volcanique, puis s'est condensée, entraînant de longues périodes de pluie. Ces pluies étaient abondantes et ont peut-être duré des millions d'années, avec de lourds nuages bloquant la lumière du soleil, des tempêtes continues et des océans en expansion recouvrant la surface rocheuse. Cette période de pluie incessante a préparé la planète à ce qui allait suivre, façonnant sa surface et créant potentiellement des habitats pour les premières formes de vie. L'eau, provenant des profondeurs froides de l'espace, a enduré des conditions tumultueuses sur une Terre jeune, avant de se transformer en la substance sereine que nous connaissons aujourd'hui. L'évolution de l'eau, de ses origines cosmiques à l'essence de la vie sur notre planète, est tout à fait poétique. La recherche continue de percer les mystères entourant l'origine de l'eau terrestre, avec des missions spatiales étudiant les comètes et les astéroïdes pour comparer leur composition isotopique à celle des océans terrestres. Les origines de l'eau sur Terre restent une énigme fascinante, sans solution définitive en vue, mais c'est précisément cela qui contribue à son attrait. L'idée que les composants de votre thé existent depuis plus longtemps que la planète elle-même est une notion qui fait réfléchir avant de dormir. Ici, nous nous trouvons sur une sphère bleue dérivant dans l'immensité de l'espace. Tout cela grâce à une poignée d'atomes qui ont décidé de se lier il y a des milliards d'années. L'eau n'est pas simplement apparue. Elle a survécu, posant les bases de tout ce qui a suivi. Autrefois, notre planète était en flammes et en chaos, dépourvue d'oiseaux, de cieux azur ou de vagues tranquilles, mais plutôt enveloppée d'une brume toxique. Imaginez un monde encore en formation, avec une surface de roches en fusion incessante, bombardée par des débris célestes. Les volcans libéraient des fumées toxiques dans l'atmosphère, tandis que la croûte fragile se fracturait et se déplaçait comme de la pâte à modeler en train de sécher. Ce n'était guère un endroit idéal pour un pique-nique. Mais de ce désordre est sorti quelque chose de remarquable et de reconnaissable. Les océans. L'évolution a commencé avec de la vapeur. Pas la vapeur familière qui s'échappe d'une tasse, mais d'immenses nuages de vapeur enveloppant la planète, émanant du noyau de la Terre. Au fur et à mesure que la planète se refroidissait, cette vapeur se condensait en nuages, suffisamment épais pour obscurcir le jeune soleil, entraînant des pluies incessantes. Pendant d'innombrables millénaires, cette pluie persistait, sculptant des canaux et s'accumulant pour former les premiers vastes océans sur une roche stérile. Si l'on avait pu observer la Terre à cette époque, idéalement vêtue d'un imperméable robuste, on aurait été témoin du lent ramollissement de la planète, goutte après goutte. Ces premières ombres ne ressemblaient pas aux étendues bleues sereines que nous imaginons aujourd'hui. Au contraire, elles étaient brûlantes, acides et sans cesse agitées par l'activité géothermique. Le noyau de la Terre restait intensément chaud, avec des volcans sous-marins qui grondaient éternellement. Le fond de l'océan était recouvert de nombreux évents hydrothermaux ressemblant à de la fièvre d'acné enflammée,
expulsant des panaches d'eau riches en minéraux dans des paysages sous-marins surréalistes. L'eau, riche en fer et autres minéraux dissous, avait une teinte trouble, parfois rougeâtre, la rapprochant davantage d'une soupe minérale que d'un paradis des Caraïbes. Les océans, dans cet environnement turbulent, initiaient une transformation de la croûte terrestre. L'œil, en tant que sculptrice habile, s'insinuait dans les fissures, gelait, se dilatait et fracturait les roches avec le temps. Il a transporté des sédiments, lissant les surfaces rugueuses et sculptant des lits de rivières primitifs, insufflant du caractère à la terre. L'eau, d'un point de vue géologique, a joué un rôle crucial dans la formation des continents en refroidissant la croûte terrestre à mesure que les océans s'étendaient, ce qui a conduit à la solidification et à l'épaississement de certaines régions qui ont finalement évolué en continents, émergeant modestement de l'océan. Le mouvement et l'interaction des plaques tectoniques étaient en partie alimentés par l'eau circulant à travers la croûte et le manteau, marquant le début de la tectonique des plaques, un processus continu de repositionnement des continents. L'eau s'infiltrait dans les roches, pénétrait les minéraux et descendait dans le manteau aux zones de subduction, dissimulant d'immenses quantités d'eau profondément sous la surface de la Terre. Des études indiquent que le manteau terrestre pourrait contenir plus d'eau que tous les océans réunis, bien que sous une forme inappropriée pour la natation, à moins que l'on apprécie la roche en fusion. Au-dessus du sol, l'atmosphère se dégageait et se stabilisa progressivement, ressemblant à un environnement respirable à mesure qu'elle se refroidissait. Avec le temps, la pluie persistante a joué un rôle essentiel dans le nettoyage de l'atmosphère du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre, transformant la planète d'un endroit sombre et inhospitalier en un environnement plus accueillant. La lumière du soleil atteignit progressivement la surface, fournissant l'énergie nécessaire à la vie pour potentiellement prospérer. Plutôt que d'éclater de manière spectaculaire, la vie émergea silencieusement, très probablement à partir des profondeurs stables de l'océan. Des molécules de base capables de se répliquer commencèrent à se former dans les eaux chaudes riches en minéraux, créant la fondation de la vie sans structure complexe ni ambition. Ces réplicateurs initiaux manquaient d'ADN, de parois cellulaires ou de grandes ambitions. Ils étaient simplement le produit de processus chimiques. Cependant, ils ont finalement donné naissance à des cellules primitives. L'eau a joué un rôle essentiel dans ce processus évolutif, non seulement en servant de milieu, mais en participant activement aux interactions chimiques. Sa capacité à dissoudre des substances a facilité le mouvement et les interactions moléculaires, tandis que sa polarité a contribué à la formation de membranes qui allaient en évoluer en cellules. La stabilité de l'eau dans la régulation des températures a soutenu l'émergence de la vie, faisant d'elle le berceau de l'existence. Aujourd'hui, les chercheurs explorent le potentiel de vie au-delà de la Terre, en se concentrant sur la présence d'eau sur des planètes lointaines comme Mars, Europe et Encelade. Ces mondes captivent notre curiosité non pas pour leur paysage urbain, mais pour la possibilité de contenir de l'eau liquide, un ingrédient clé pour la vie. L'eau, avec sa capacité à couler et à soutenir la vie, reste un point central dans la recherche de vie extraterrestre. Pendant ce temps, sur Terre, les océans ont continué à évoluer silencieusement. Leurs eaux profondes ont commencé à façonner le climat en absorbant et stockant la chaleur, modérant les fluctuations de température et donnant naissance à des phénomènes météorologiques tels que les courants, les vents et les tempêtes. Alors que la planète restait dynamique, un certain rythme émergea, ressemblant au battement régulier d'un cœur plutôt qu'au chaos erratique. Progressivement, les océans développèrent des couches stratifiées en raison des limites de pénétration de la lumière du Soleil, ce qui conduisit à la formation de différentes zones environnementales. Les premiers organismes photosynthétiques trouvèrent leur habitat dans des zones appelées la zone photique. Des pionniers microscopiques, tels que les cyanobactéries, commencèrent à libérer de l'oxygène comme sous-produit de leur métabolisme. Cette accumulation progressive d'oxygène dans l'atmosphère déclencha un événement majeur dans l'histoire de la Terre connu sous le nom de grande oxydation. Fait intéressant, l'eau, qui provenait de corps célestes et façonnait la surface de la Terre, joua un rôle dans la création du ciel que nous voyons aujourd'hui. Grâce au processus de la photosynthèse,
Alimenté par la lumière du soleil et l'eau, l'air se remplit d'oxygène, ouvrant la voie à l'évolution de formes de vie plus complexes. L'eau n'a pas seulement créé le décor, mais a également guidé tout le processus. Pendant ce temps, les océans restaient en mouvement constant, avec des vagues, des marées et des courants, entraînés par la force gravitationnelle de la Lune et la chaleur du Soleil. Agissant comme le moteur principal de la Terre, les océans fonctionnaient comme une ceinture transporteuse mondiale, transférant chaleur, nutriments et vie à travers la planète. Ces mêmes forces qui ont façonné les côtes et les paysages sous-marins sont également joué un rôle crucial dans la régulation du climat et le soutien des écosystèmes. Depuis leur modeste début jusqu'à leur vaste profondeur, les océans de la Terre étaient bien plus qu'une simple caractéristique. Ils incarnaient une force puissante née de l'activité volcanique et influencée par la précipitation, transformant un monde volcanique sans vie et en un monde aquatique sur des millions d'années. Les océans de la Terre ont finalement contribué à la création d'une planète bleue remarquable, tournant dans l'immensité de l'espace, prête à accueillir tous ceux que l'avenir réservait. La vie, avec son penchant inhérent pour le drame, a trouvé dans l'eau son théâtre. Avant l'ère des dinosaures et de la civilisation humaine, un processus remarquable se déroulait sous la surface de l'océan, où des étincelles imperceptibles de vie apparaissaient, se multipliaient et transformaient un peu à peu une planète désolée en une planète vivante et vibrante. Tout au long de ce processus, l'eau n'était pas simplement un observateur passif, mais un catalyseur essentiel dans le déroulement de cette scène. En marge, un composant essentiel de toute cette performance était présent. Si l'on remontait la montre de la Terre à environ 3,8 milliards d'années, un monde radicalement différent serait dévoilé. Les océans existaient déjà, s'étendant sous un ciel encore obscurci par la brume. Au lieu des continents que nous connaissons aujourd'hui, il n'y avait que des îles volcaniques dispersées et des zones où le plancher océanique était en expansion. Pourtant, au fond de la mer, en particulier près des sources hydrothermales, quelque chose de tout à fait remarquable se produisait. Au milieu de panaches riches en minéraux et de chaleur intense, les premières formes de vie auraient pu apparaître. Ces sources hydrothermales profondes offraient un environnement stable et riche en énergie. De l'eau bouillante mélangée à des composés de fer et de soufre s'écoulait depuis la croûte terrestre. Bien que cela puisse sembler inattendu, cet endroit était propice à déclencher des réactions complexes en raison de sa chimie et de ses variations de température, agissant comme des sources d'énergie naturelle similaires à celles qui alimentent un téléphone portable composé de molécules. Selon une théorie importante appelée l'hypothèse des sources hydrothermales, ces sites offraient la combinaison idéale de chaleur, de minéraux et de eau pour favoriser l'émergence de la vie. Des composés organiques pouvaient s'accumuler sur des surfaces minérales, protégées des rayons ultraviolets nocifs par la profondeur de l'océan. Progressivement, ces composés auraient pu développer des membranes, des bulles rudimentaires qui enfermaient des molécules. Une fois que ces bulles auraient pu se reproduire et stocker de l'information, elles seraient passées de la simple chimie à la biologie. L'eau jouait un rôle essentiel dans la facilitation de toutes ces évolutions. Étant un solvant unique en son genre, l'eau pouvait dissoudre des sels, des sucres, des gaz et diverses molécules organiques complexes. Une telle polyvalence accélère efficacement les réactions chimiques, un aspect crucial de la vie. En l'absence d'eau, les processus biochimiques initiaux menant à la vie auraient été aussi vains que d'essayer de jouer aux échecs sans échiquier. L'eau est essentielle à tous les organismes vivants, y compris vous-même, les arbres, les poissons, les champignons et les bactéries. Elle constitue l'environnement vital pour les processus chimiques les plus importants de la vie. La majorité des substances dans votre corps, telles que le sang, la sueur et les larmes, se composent principalement d'eau qui participent activement à diverses réactions biochimiques. L'eau joue un rôle essentiel dans la dissolution des nutriments, le transport de l'oxygène, la régulation de la température corporelle et le soutien de l'activité enzymatique. De plus, l'eau influence le repliement des molécules comme les protéines qui déterminent leur fonctionnalité.
Les protéines se replient en forme complexe en fonction de leur environnement aqueux, semblables à de l'origami mais à but biologique. Un repliement correct des protéines dépend de l'OEO, garantissant le bon fonctionnement des cellules. L'ADN, avec sa structure emblématique en double hélice contenant des instructions génétiques, dépend également de l'eau pour sa stabilité et le maintien de sa forme. Les liaisons hydrogènes au sein de la structure de l'ADN nécessitent de l'eau pour se former et rester intactes. De plus, le processus de réplication de l'ADN implique des enzymes qui fonctionnent de manière optimale dans des environnements riches en eau. Par conséquent, l'eau n'est pas seulement utilisée par la vie, mais constitue une nécessité absolue pour son existence. Privée d'eau, la vie cesserait d'exister telle que nous la connaissons. Depuis la fourniture de la base aux premières formes de vie, jusqu'au soutien à l'évolution d'organismes divers, l'eau demeure un élément indispensable à la survie de la vie. La photosynthèse implique l'utilisation de l'eau dans le processus. Les premiers organismes photosynthétiques, comme les cyanobactéries, utilisaient des molécules d'eau pour capturer des électrons, ce qui entraînait la libération d'oxygène en tant que sous-produit. Ce mécanisme chimique a eu un impact profond sur l'atmosphère, augmentant lentement les niveaux d'oxygène sur des millions d'années, ce qu'on appelle la grande oxydation. Cette transformation a été essentielle pour créer un environnement propice à des formes de vie plus complexes. Les organismes multicellulaires ont émergé, nécessitant des systèmes internes pour transporter l'eau afin de réaliser diverses fonctions telles que la distribution des nutriments, l'élimination des déchets et le maintien de l'équilibre. Aujourd'hui, presque tous les organismes multicellulaires dépendent de systèmes circulatoires dans lesquels l'eau joue un rôle crucial. La transition de l'eau à la terre a constitué un défi évolutif majeur, exigeant des adaptations pour conserver l'eau, respirer de l'air sans branchies et faciliter la reproduction dans des environnements terrestres. Le développement de revêtements protecteurs chez les plantes et d'organes spécialisés chez les animaux a contribué à l'adaptation aux habitats terrestres. Malgré leur évolution pour prospérer sur la Terre, les formes de vie conservent encore un lien profond avec l'eau. Nos corps sont principalement composés d'eau, avec une moyenne d'environ 60% chez l'adulte, tandis que les nouveau-nés et certaines personnes peuvent avoir une teneur en eau plus élevée. Notre cerveau, notre cœur, nos muscles, chaque battement de cœur et chaque respiration dépendent de l'eau pour fonctionner. Alors que vous pourriez survivre plusieurs semaines sans nourriture, vous priver d'eau pendant seulement quelques jours incitera votre corps à protester. Par conséquent, l'eau constitue le fil conducteur de tout. Des énigmatiques sources hydrothermales aux cellules de votre peau, l'eau relie chaque aspect de la vie. Il ne fonctionne pas seulement comme un décor, mais aussi comme un participant actif, un compagnon, un collaborateur. L'eau n'a pas simplement initié la vie, elle a persisté pour soutenir son épanouissement, son évolution et son développement. L'eau est le multitâcheur originel, le collaborateur durable, le héros discret qui guide chaque battement de cœur et la croissance de chaque feuille sur chaque arbre. Au milieu de l'agitation quotidienne, il est folle de négliger la nature extraordinaire de cette substance. Chaque fois que vous buvez, que vous écoutez les gouttes de pluie sur votre fenêtre ou que vous flottez dans la mer, vous interagissez avec la même molécule qui est présente depuis le début. Si l'eau pouvait parler, elle raconterait une histoire remarquable. Il est tentant de percevoir la Terre comme une planète stable et prévisible, où les continents restent statiques, où les rivières coulent discrètement vers la mer et où les océans respectent leurs frontières sur les cartes. Cependant, si vous remontez le temps, un récit différent apparaît. Un récit marqué par un mouvement constant, des eaux changeantes et d'importantes fluctuations climatiques. L'histoire de la Terre se déploie comme une saga tumultueuse de inondations, de gelées et de mers intérieures fascinantes. À travers ces changements, l'eau sert inlassablement d'artiste dynamique, remodelant continuellement la planète. Pour commencer cette expédition aquatique, explorons les ères glaciaires. Elles n'étaient pas des événements isolés. Il y a eu de nombreuses périodes glaciaires au cours de centaines de millions d'années. Dans le passé, l'hiver signifiait sortir les chaussettes en laine et râler contre les factures de chauffage élevées. Cependant, les périodes de gel dont il est question ici n'étaient pas de simples vagues de froid.
correspondaient à d'immenses glaciations mondiales où d'énormes calottes de glace recouvraient de vastes étendues de terre, s'étendant depuis les régions polaires. L'un des épisodes les plus remarquables s'est produit il y a environ 700 millions d'années et est célèbre sous le nom de Snowball Earth, terre boule de neige. Cette époque était exceptionnellement froide. On pense que la glace s'étendait jusqu'à l'équateur, gelant les océans, enfermant les continents sous la glace et amplifiant le froid en réfléchissant la lumière du soleil sur la surface glacée. Le climat ayant été si rigoureux que même les pingouins auraient pu envisager de migrer plus au sud. Le processus derrière un tel gel extrême implique un rôle important de l'océan. À mesure que la température baisse, la neige et la glace s'accumulent davantage, et en raison de leur forte réflectivité, la glace renvoie la lumière du soleil dans l'espace plutôt que de l'absorber, créant ainsi une boucle où plus de glace entraîne une réflexion accrue, ce qui rend la température encore plus froide, et par conséquent favorise la formation de davantage de glace. Une fois ce cycle enclenché, il devient difficile de l'arrêter. Alors que la Terre ne possède pas de thermostat, l'eau sert essentiellement d'élément qui ajuste constamment la température. L'eau, qui joue un rôle clé dans le gel de la planète, participe également de manière cruciale à son dégel. Malgré les gels profonds, les activités volcaniques ont persisté, libérant progressivement du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Comme il n'y avait ni plantes ni océan liquide pour absorber ce CO2, ces niveaux ont augmenté. Finalement, cette accumulation de gaz à effet de serre a déclenché un effet de réchauffement, provoquant la fonte des glaces, libérant les océans et ramenant la Terre à une phase plus chaude. Cette transition a été marquée par des événements de fonte importants plutôt que par de subtils changements saisonniers. Les glaciers ont fondu rapidement, entraînant une décharge d'eau rapide. Les calottes glaciaires couvraient autrefois de vastes régions, sculptant le paysage à mesure qu'elles fondaient et remodelant les côtes de manière spectaculaire. Imaginez des continents entiers perdant leur glace comme on perdrait un manteau d'hiver, libérant des eaux de crue qui transforment les terrains. En peu de temps, les rivières ont déchaîné leur cours, les lacs ont débordé et les océans ont avancé, conquérant de nouveaux territoires. Une illustration remarquable de l'influence glaciaire est l'origine des grands lacs en Amérique du Nord. Ces vastes étendues d'eau ont été creusées par les glaciers lors de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 à 20 000 ans. À mesure que la glace avançait, elle raclait la terre et la pierre, sculptant des vallées plus profondes. Lorsque la glace se retirait, l'eau de fonte remplissait les dépressions nouvellement formées, donnant naissance aux lacs que nous connaissons aujourd'hui. Ce voyage en canoë paisible en Ontario doit son existence à une barrière de glace en mouvement d'une épaisseur de 2 km. Pourtant, les glaciers n'ont pas seulement façonné des lacs. Ils ont également formé des mers intérieures colossales. À la fin de la dernière période glaciaire, l'Amérique du Nord abritait l'un des plus grands lacs d'eau douce jamais enregistrés, le lac Agassiz. Surpassant la taille combinée de tous les grands lacs actuels, il s'étendait sur des régions qui font aujourd'hui partie du Canada et du nord des États-Unis. Lorsque ces barrières de glace ont finalement cédé, les inondations qui ont suivi ont été d'une ampleur incompréhensible. Un de ces événements, appelé la crue de la Laurentide, aurait temporairement perturbé les courants océaniques et potentiellement les modèles climatiques mondiaux. Cela marque un exemple historique où un lac a choisi de perdre rapidement son identité pour explorer le monde. Ce phénomène n'était pas exclusif à l'Amérique du Nord, car des mers intérieures sont apparues et ont disparu sur tous les continents. Pendant l'ère mésozoïque, par exemple, de vastes parties de l'Europe et du centre de l'Amérique du Nord étaient submergées sous l'eau. La mer intérieure occidentale divisait l'Amérique du Nord, créant une paire d'îles avec une mer chaude et peu profonde entre elles. À cette époque, si vous aviez vécu alors, vous auriez pu nager tranquillement de ce qui est aujourd'hui le Texas jusqu'au Dakota, à condition d'être d'accord pour partager l'eau avec d'énormes reptiles marins. Ces mers intérieures n'étaient pas des étendues d'eau stagnantes, mais se développaient et se contractaient en raison des changements climatiques, des mouvements tectoniques et des fluctuations du niveau de la mer. Le mouvement de l'eau était influencé par le déplacement des continents,
la montée des chaînes de montagnes et la fluctuation des glaces polaires. Les rivières modifiaient leur cours. Les déserts se transformaient en oasis luxuriantes et d'anciens fonds marins devenaient des sommets montagneux. De nombreuses régions désertiques conservent encore des vestiges de leur passé plus humide, comme le Sahara, qui était autrefois peuplé de vie et de lacs. Des établissements humains y existaient il y a environ 10 000 ans, dans ce qui sont aujourd'hui des bassins arides. Aujourd'hui, ces paysages arides abritent un des vestiges d'une époque révolue, conservés dans l'art rupestre, les fossiles et les lits de rivières asséchés depuis longtemps. Tous ces changements, au fil du temps, ont dû aux actions durables et délibérées de l'ESO. L'eau ne coule peut-être pas à toute vitesse, mais elle agit continuellement en érodant, dissolvant, transportant et déposant des matériaux. Grâce à ces processus, des canyons sont sculptés, des montagnes nivelées et de nouvelles formes de relief créées. Le Grand Canyon demeure un témoignage remarquable du travail patient et constant du fleuve Colorado, qui creuse depuis des millions d'années à travers les couches de roches, révélant l'histoire ancienne de la Terre comme des chapitres d'un livre géologique. L'eau ne façonne pas seulement le paysage, elle le nourrit également. Les rivières déposent des limons fertiles qui forment des plaines inondables précieuses, tandis que les glaciers laissent derrière eux des moraines, des crêtes rocheuses qui définissent les terrains. Les courants côtiers façonnent les plages et les deltas, établissant des écosystèmes diversifiés. Les récifs coralliens complexes construits par de minuscules organismes marins émergent, comme des villes sous-marines animées, soutenant une vie vibrante. Partout où l'eau coule, elle laisse une empreinte durable. Même à l'époque moderne, l'eau continue de modifier la surface de la Terre à travers des processus tels que la fonte des glaciers, qui élèvent le niveau de la mer, le dégel du pergélisol, le changement des cours d'eau et l'érosion ou l'expansion delta. Le comportement humain a influencé les changements qui se produisent autour de nous, modifiant ce qui était autrefois uniquement dû à la nature. Nos actions ont introduit un élément plus rapide dans ce récit. Les émissions que nous libérons provoquent le changement climatique, accélérant le cycle de l'eau et entraînant des tempêtes plus violentes, une fonte plus rapide des glaciers et une montée du niveau de la mer. Cela nous rappelle que, même si l'eau peut sembler calme, elle est toujours active. Malgré cela, il y a une certaine consolation à reconnaître que l'eau a déjà connu ces transformations dans le passé. Elle a résisté au gel, s'est transformée en vapeur, traversé des continents et façonné de vastes vallées au fil du temps. L'eau a survécu à divers défis, tels que les impacts d'astéroïdes, les extinctions massives et les mouvements tectoniques. À travers tout cela, l'eau a persisté, s'adaptant, modelant et nous surprenant parfois. Partout où elle va, l'eau laisse des traces de son passage. Fossiles d'empreintes de vagues dans de anciennes roches, ondulations de rivières disparues et salines qui étaient autrefois des mers peu profondes servent de preuve de la présence passée de l'eau. Ce sont les empreintes que l'eau a laissées sur la surface de la Terre, indiquant que notre planète n'est pas statique mais en constante évolution. Sa beauté réside dans cette fluidité. Le récit des changements liés à l'eau sur Terre est une narration de résilience et d'adaptabilité. Il nous rappelle que tout évolue, que les paysages se transforment, et que parfois, la force la plus puissante n'est ni le feu ni les roches, mais une seule goutte d'eau répétée à l'infini. Sur des milliards d'années, l'eau a façonné la planète en formant des rivières, en remplissant des océans, en submergeant des déserts lors d'inondations et en encerclant des montagnes de glaciers. Puis est apparue une créature particulière qui marchait debout, créait des outils, regardait les étoiles et surtout ressentait la soif. Cela a marqué une nouvelle ère dans le récit de l'eau, où elle est passée d'une force naturelle à un partenaire de survie, à un objet d'admiration et parfois une source principale de vie. Ce chapitre concerne l'importance de l'eau dans l'histoire humaine. Les premiers humains étaient attirés par les rivières, les lacs et les sources pour survivre, car ces sources d'eau fournissaient de l'eau potable, de la nourriture et des terres fertiles. Les trous d'eau en Afrique étaient des lieux de rassemblement essentiels où diverses créatures se regroupaient, offrant à la fois des opportunités et des dangers pour les humains.
Les schémas migratoires des premiers humains étaient influencés par la disponibilité de l'eau le long des côtes et des routes fluviales, ce qui a conduit au développement de civilisations proches de sources d'aide d'eau telles que le Nil et le Tigre-Euphrate. Les établissements, villages et finalement villes ont été fondés près des sources d'eau douce, illustrant l'importance de l'eau dans la formation des sociétés humaines. L'eau ne se contentait pas de soutenir la vie, elle influençait également les croyances culturelles, de nombreuses civilisations anciennes considérant l'eau comme sacrée et lui attribuant une signification divine. En Mésopotamie et en Égypte, l'eau avait une importance spirituelle, façonnant les croyances et pratiques religieuses. Par ailleurs, dans la vallée de l'Indus, une planification urbaine avancée prospérait, avec des systèmes complexes d'assainissement et de bains. Par exemple, les habitants de Mohenjo-Daro ont créé la Grande Baignoire, une piscine communautaire entourée de colonnes en briques, équipée de marches et d'un système de drainage. Cette piscine pourrait avoir servi de lieu de purification rituelle ou comme moyen de se rafraîchir lors des journées chaudes. En somme, cela démontre que les humains recherchaient plus que de l'eau pour boire. Ils souhaitaient coexister avec elle de manière confortable, respectueuse et quelque peu cérémonielle. L'eau occupait également une place importante dans les mythes et les récits de création. Dans de nombreuses cultures, l'eau symbolisait le commencement. Elle était représentée comme des océans primordiaux dont émergeait le monde. Selon les croyances hindoues, l'univers flotte sur une immense mer cosmique. Dans la mythologie grecque, le dieu Océanos entourait la terre comme une ceinture de eau. Le livre de la Genèse, dans la Bible, commence par une obscurité recouvrant la surface des eaux profondes. La notion d'eau existant avant tout le reste touche une corde universelle, silencieuse, vaste et énigmatique. Bien que l'eau soit une source de vie, les civilisations anciennes étaient bien conscientes de son potentiel destructeur. Les inondations étaient fréquentes, en particulier pour les sociétés établies dans les vallées fluviales fertiles. Ces inondations pouvaient être bénéfiques, en déposant des limons riches en nutriments qui amélioraient l'agriculture, ou désastreuses, en emportant des habitations, des animaux et des vies. L'épopée de Gilgamesh, parmi les plus anciennes histoires de l'humanité, comporte un récit d'inondation qui présente des similitudes avec le récit biblique. Il semble que partout où les humains ont résidé, l'eau ait été une force double, un don et une mise en garde. Pour exploiter les capacités de l'eau, les humains ont imaginé des solutions ingénieuses. Ils ont creusé des puits, construit des canaux et établi des réservoirs. Les premiers systèmes d'irrigation ont permis aux agriculteurs d'irriguer leurs cultures même en l'absence de pluie. Dans des régions comme la Mésopotamie et l'Égypte, cela a conduit à des surplus agricoles, réduisant le nombre de personnes nécessaires à l'agriculture uniquement. Le passage d'une simple chasse et cueillette pendant la journée a permis aux populations de se consacrer à diverses activités telles que la construction de temples, la poésie et la mise en place de systèmes de taxation. La civilisation a commencé à prospérer autour de flaques, de bassins et de fossés. À mesure que les sociétés évoluaient, leurs besoins en eau devenaient également plus sophistiqués. Développer une ville animée nécessitait un accès à de l'eau douce et des méthodes efficaces d'élimination des déchets. Les premiers systèmes d'assainissement, comme les aqueducs en pierre, la plomberie intérieure des manoans, ainsi que les égouts publics et les salles de bain privées dans la vallée de l'Indus, ont joué un rôle crucial dans le maintien de la propreté et de l'ordre. Une gestion efficace de l'eau conduisait généralement à une amélioration de la santé, de l'organisation et d'un sentiment de tranquillité au sein des communautés. Inversement, l'histoire a montré que les villes pouvaient décliner en raison de sécheresse, de contamination ou d'une planification inadéquate. L'eau était également essentielle au commerce, les rivières et les mers servant de routes commerciales cruciales. Le Nil reliait des établissements égyptiens éloignés, tandis que le Tigre et l'Euphrate reliaient les villes de Sumer et d'Akkad. Par la suite, la mer Méditerranée facilitait les échanges culturels entre Grecs, Phéniciens, Égyptiens et Romains. Le défi de transporter l'eau, en raison de son poids, de sa tendance à se gâter et de la difficulté à la transporter, a conduit à des avancées dans la construction d'aqueducs, de systèmes de stockage et de réseaux de plomberie. Malgré les défis pratiques liés à l'eau, l'homme en a également apprécié les aspects émotionnels.
Ils trouvaient du plaisir à nager, cherchaient la purification par la baignade et se recueillaient près des rivières, en s'adonnant à des activités telles que la poésie ou en faisant des vœux, en lançant de petits cailloux. Dans l'ensemble, l'eau a acquis une signification émotionnelle en parallèle de son utilité pratique. L'oahu est un élément fondamental, profondément lié aux rituels humains tels que les baptêmes, les cérémonies du thé et les bains sacrés. Il possède une signification spirituelle, reliant les individus à quelque chose d'ancestral et d'éternel. Dans diverses cultures, les mots liés aux rivières figurent parmi les plus anciens de leur langue, reflétant la façon dont le temps est souvent comparé au flux de l'eau. Les gens utilisent des métaphores liées à l'eau pour exprimer des émotions et le passage de l'histoire. Malgré notre révérence poétique pour l'eau, l'histoire humaine montre que nous ne l'avons pas toujours traitée avec respect. À mesure que les villes se développaient, les cours d'eau étaient modifiés, les zones humides drainées et les puits surexploités, ce qui a conduit à des conflits pour l'accès et le contrôle de l'eau. Bien que les humains aient exploité l'eau à leur avantage, ils n'ont jamais pu la contrôler complètement, restant à la merci des inondations ou des sécheresses. Notre relation avec l'eau est unique, car nous avons appris à la vénérer, à l'adorer et à coexister avec elle, en reconnaissant qu'elle est essentielle à la vie et qu'elle a façonné nos traditions depuis des générations. Même dans notre monde moderne, l'eau continue de jouer un rôle vital, nous reliant à une tradition intemporelle qui traverse les civilisations. L'eau a toujours été connue pour sa nature dramatique, et lorsque les humains sont intervenus, elle a évolué vers sa phase architecturale. En construisant des puits, des aqueducs, des fontaines et des bains publics, nous avons montré une dévotion intense, rappelant même celle des castors les plus industrieux. Le fil conducteur de ces structures est notre profonde affinité pour l'eau et notre volonté d'aller jusqu'au bout, parfois même en déplaçant des montagnes de briques pour manipuler son flux. Commençant par les puits, ces trous apparemment simples dans le sol représentent une avancée majeure dans l'histoire humaine, datant de plus de 7000 ans dans des endroits comme Chypre et la République tchèque. Les premières sociétés devaient se réjouir de la commodité d'accéder à de l'eau souterraine fraîche sans avoir à se rendre à des sources d'eau éloignées, tout en évitant les menaces et la concurrence. Les puits symbolisaient la sécurité, la survie et la commodité, encapsulés dans un simple cercle de pierre. L'eau souterraine continue d'être essentielle, en particulier dans les régions arides où les précipitations ou l'eau de surface sont rares. Par exemple, le système Cana de l'ancienne Perse témoignait d'une ingénierie remarquable en utilisant des canaux souterrains à pente douce pour transporter l'eau des aquifères montagnards vers les établissements en contrebas. Ces voies d'eau souterraines facilitaient la croissance de villes prospères dans des environnements arides, offrant un réseau frais et étendu sous la surface de la Terre, semblable à une forme primitive de plomberie sans les bruits habituels. De plus, les puits à degrés en Inde allaient au-delà de leur simple fonction, servant aussi de merveilles architecturales. Conçus avec des motifs spirosymétriques, ils permettaient aux gens d'accéder à l'eau lorsque son niveau variait selon les saisons. Ornés de sculptures élaborées et de piliers en pierre, ressemblant à des temples submergés, ils servaient de lieu de rassemblement communautaire pour le culte et de refuge frais contre la chaleur. Il est fait d'admirer ces sources d'eau élégantes. À mesure que les sociétés se développaient, leurs besoins en eau augmentaient au-delà de la simple consommation, pour inclure le bain, l'agriculture, le nettoyage et l'exposition de leurs richesses. C'est là que les aqueducs ont été inventés. Les aqueducs représentaient la solution innovante de l'humanité pour répondre à la question de comment acheminer l'eau d'un endroit à un autre. Les Romains, connus pour avoir perfectionné le système d'aqueducs, construisaient de magnifiques structures en pierre et en béton qui transportaient l'eau à travers des collines et des vallées sur de longues distances. Certains aqueducs faisaient plus de 50 mètres de long et livraient des millions de gallons d'eau chaque jour aux zones urbaines, aux communautés rurales et aux terres agricoles. Les arches emblématiques des aqueducs romains qui subsistent encore dans certaines parties de l'Europe témoignent de l'ingéniosité et de l'ambition de cette civilisation, en reconnaissant l'importance vitale de l'eau. À leur arrivée dans les villes, l'eau était distribuée efficacement à l'aide de tuyaux en plomb et en terre cuite pour alimenter les maisons,
les fontaines et notamment les bains publics. Les bains romains étaient plus que de simples lieux d'hygiène personnelle. Ils servaient de centres sociaux et culturels avec diverses commodités telles que des salles chauffées, des bains froids, des hammams, des zones de massage, des terrains d'exercice, des bibliothèques et même des bars à snacks. Imaginez une installation moderne combinant une salle de sport, un spa, un centre communautaire et un parc aquatique en un seul lieu, et vous comprendrez. Baignade était un événement important pour les Romains, où des individus de toutes les classes sociales participaient. Le flux continu d'eau garantissait la propreté et l'hygiène, avec des ingénieurs développant des systèmes de drainage intelligents pour prévenir la stagnation de l'eau et la transmission de maladies. Cette commodité publique a été financée par l'État, représentant l'accent mis par les Romains sur la propreté et le bien-être communautaire. Les habitants des villes équipées d'aqueducs pouvaient profiter d'un bain relaxant, engager de légères conversations et savourer un repas satisfaisant dans le cadre de leur routine quotidienne. Diverses civilisations anciennes, telles que les Grecs, les Chinois et les Incas, ont également réalisé des avancées remarquables dans les infrastructures hydrauliques. Par exemple, les Nabatéens ont ingénieusement sculpté des canaux dans la roche solide à Pétra, en Jordanie, pour capter les crues éclairs afin de répondre aux besoins en eau de leur ville. La gestion de l'eau avait souvent une double fonction: améliorer la civilisation et affirmer l'autorité dans les sociétés anciennes. Les rois et les dirigeants construisaient des réservoirs élaborés et des systèmes d'irrigation pour démontrer leur pouvoir et assurer la dépendance de la population envers eux. En Égypte ancienne, les crues annuelles du Nil n'étaient pas seulement une merveille naturelle, mais aussi un outil stratégique de contrôle politique et de prospérité agricole. La responsabilité de tout malheur revenait aux individus plutôt qu'aux divinités, ce qui les rendait des responsables. Malgré cela, l'infrastructure hydraulique servait principalement d'élément unificateur, rassemblant les gens physiquement à des endroits comme les puits et les bains, et socialement en partageant une ressource précieuse et rare. Les fontaines publiques étaient des lieux de rassemblement, tandis que les zones pour faire la lessive devenaient des centres pour partager des nouvelles. Même aujourd'hui, les individus se réunissent autour des refroidisseurs d'eau, bien que les conversations aient évolué, passant de l'agriculture aux affaires de bureau. La gestion de l'eau a également influencé notre perception du monde. Les ingénieurs de l'Antiquité devaient calculer les débits, prévoir la pression et comprendre les gradients, contribuant ainsi au développement précoce des mathématiques, de la physique et de l'hydrologie. En observant le comportement de l'eau, son flux, sa traction et son évaporation, la curiosité scientifique s'est éveillée. Des questions se sont posées sur la raison pour laquelle l'eau monte dans des tubes étroits, façonne la roche et cherche toujours le point le plus bas. Ces interrogations ont non seulement conduit à des avancées dans la plomberie, mais ont aussi jeté les bases de disciplines scientifiques entières telles que la dynamique des fluides, la géologie et la météorologie. La fascination continue de l'humanité pour l'eau perdure, car nous sommes captivés par ces mouvements. Que ce soit dans un ruisseau de montagne, une source bouillonnante ou une fontaine romaine parfaitement synchronisée. Des milliers d'années plus tard, nous continuons à construire et à diriger le lot, cherchant à maîtriser son flux. Bien que les aqueducs en pierre aient été remplacés par des tuyaux en acier et que les bains en marbre par des douches carrelées, le lien fondamental à travers l'eau demeure inchangé. Dans chaque ville moderne, sous les couches d'asphalte et de béton, un réseau complexe de systèmes d'eau bourdonne d'activités, composé de pompes, de tuyaux et d'installations de traitement. Tout au long de l'histoire, les humains ont employé diverses méthodes, semblables à celles des anciens ingénieurs, utilisant à la fois la force et la détermination. Lorsque nous pratiquons des activités telles que boire, nous laver ou nous tremper, nous participons à une pratique dont les racines remontent aussi loin que la civilisation elle-même. Essentiellement, nous ne sommes pas différents des premiers constructeurs de puits et de bains publics. Sans aucun doute, l'eau reste une nécessité fondamentale pour nous. Nous nous rassemblons autour d'elle, admirons sa beauté et l'adaptons à nos besoins. L'acte d'ouvrir un robinet et d'observer l'écoulement de l'eau est une source de plaisir. C'est à la fois ordinaire et extraordinaire, inscrit dans notre récit depuis la nuit des temps.
Pendant la majeure partie de l'existence humaine, obtenir de l'eau potable propre était une entreprise risquée. Il était courant que des individus aillent chercher de l'eau dans un ruisseau, croyant qu'elle était pure, pour ensuite regretter leur décision plus tard. La notion de eau propre, en particulier selon les standards d'aujourd'hui, est relativement récente. Par le passé, les gens consommaient souvent n'importe quelle source d'eau disponible, en espérant que tout se passerait bien. Malheureusement, cette approche ne donnait pas toujours de résultats favorables. Dans l'Antiquité, la compréhension des germes était limitée chez les humains. Cela se comprend, car les bactéries sont minuscules et ne présentent pas d'indications visibles. Si l'eau semblait propre et avait bon goût, les individus en concluaient qu'elle était sûre à boire. Cependant, derrière cette façade attrayante pouvait se cacher une collection de microbes nocifs, tels que E. coli, le choléra, la giardias et d'autres agents pathogènes. Malgré l'absence de connaissances microbiologiques, les civilisations anciennes ont mis au point des méthodes ingénieuses pour améliorer la qualité de l'eau dans une certaine mesure. Les premières formes de purification de l'eau ont vu le jour dans l'Égypte ancienne et en Inde. Des textes indiens, datant de près de 2 millénaires, détaillent qu'en des techniques telles que l'ébullition, l'exposition au soleil et la filtration de l'eau. Les techniques de purification mentionnées dans le texte sanskrit ancien Sushruta Samhita incluaient le placement de l'eau dans des vases en cuivre et sa filtration avec du charbon de bois, qui sont aujourd'hui reconnus par la science moderne pour leur efficacité. Le cuivre possède des propriétés antimicrobiennes, tandis que le charbon de bois peut absorber les impuretés, témoignant des connaissances avancées des civilisations avant la théorie des germes. En Égypte ancienne, on utilisait de la lune pour faire coaguler les particules en suspension dans l'eau qui se déposait ensuite, une méthode encore utilisée dans le traitement de l'eau contemporain. Les Égyptiens croyaient également à l'ébullition, à la filtration, voire à la prière sur l'eau pour en assurer la pureté. En Grèce et à Rome, les fontaines publiques et les aqueducs fournissaient une eau relativement propre, mais les normes sanitaires n'étaient pas toujours optimales. Les Romains riches disposaient d'eau courante et de bains privés, mais les systèmes d'égouts avaient souvent du mal à suivre la demande, certains conduits étant même en plomb, ce qui pouvait exposer à leur insu l'élite à des neurotoxines. Pendant le Moyen Âge en Europe, la qualité de l'eau se dégrada considérablement, les rivières, et puis, devenant des décharges pour les déchets humains, les restes d'animaux et les eaux usées industrielles. Au XIVe siècle, les rivières urbaines étaient si polluées qu'on leur donnait des surnoms désagréables en raison de leur odeur nauséabonde et de leur apparence noire. Pour lutter contre l'eau imbuvable, les Européens se sont tournés vers des boissons alcoolisées telles que la bière et le vin, car la teneur en alcool du processus de brassage et l'ébullition était considérée comme éliminant les agents pathogènes. Nuisibles, les monastères sont devenus des centres de brassage, produisant de la bière faible, une version peu alcoolisée même consommée par les enfants, comme une alternative plus sûre à l'eau. S'hydrater sans subir de gueule de bois était un défi dans le passé. L'eau servait à diverses fins, telles que le lavage, l'abrassage et l'élimination des déchets. Même la bière ne suffisait pas à prévenir les crises de santé publique dans des villes industrielles comme Londres, Paris et New York au XIXe siècle. En raison de la surpopulation et d'une gestion inadéquate des déchets, les rivières et les puits sont devenus des terrains propices à la prolifération des maladies. Un exemple en est la grande puanteur de Londres en 1858, lorsqu'un été chaud a fait dégager une odeur répugnante de la Tamise, interrompant les sessions parlementaires. Des maladies comme le choléra ravageaient les villes, entraînant de nombreux décès. La croyance dominante était la théorie du miasme, l'idée que les maladies étaient causées par de l'air vicié. Les gens utilisaient de l'encens et des mouchoirs parfumés pour masquer la puanteur, sans se douter que l'eau contaminée était le véritable coupable. Un moment important de l'histoire médicale s'est produit en 1854 lors d'une épidémie de choléra à Londres, lorsque le docteur John Snow a cartographié les cas en remontant à une seule pompe à eau contaminée sur Broad Street. Après avoir retiré la poignée de la pompe, l'épidémie a diminué, ce qui indiquait que l'eau contaminée, et non l'air, était la source de la maladie. Le travail du Dr Snow a ouvert la voie à la compréhension des maladies d'origine hydrique
et à l'importance des systèmes d'eau propre. Cela a conduit au développement de réseaux d'égouts et d'installations de traitement de l'eau dans les grandes villes, conçus par des ingénieurs comme Joseph Bazalgette, afin de prévenir la contamination des sources d'eau potable. Au début du XXe siècle, la combinaison de la filtration sur sable et de la chloration a révolutionné le traitement de l'eau, le transformant d'un risque pour la santé en une ressource sûre et fiable, ce qui était véritablement remarquable. La chloration, en particulier, a été révolutionnaire en éliminant les bactéries et virus nuisibles dans les réseaux d'eau avec des quantités minimales de chlore. Cette méthode était non seulement économique, mais aussi largement applicable, ce qui a permis de sauver des millions de vies en peu de temps. Le concept autrefois inimaginable de boire directement à partir d'un robinet est devenu une norme dans de nombreux pays. Malgré ces progrès, l'accès équitable à l'eau potable demeurait un défi dans plusieurs régions du monde, avec des milliards de personnes encore privées d'un accès constant à une eau sûre et les maladies d'origine hydrique représentant une menace importante, en particulier pour les enfants. Néanmoins, des avancées telles que de nouvelles techniques de filtration, la stérilisation par UV, l'osmose inverse et les comprimés de purification portable ont joué un rôle essentiel dans la fourniture d'une eau plus propre aux communautés défavorisées. Diverses organisations à travers le monde sont activement engagées dans des initiatives visant à creuser des puits, à développer des infrastructures sanitaires et à mener des campagnes éducatives pour améliorer l'accès à l'eau. Bien que la vision d'un accès universel à une eau sûre soit encore en cours de réalisation, des progrès significatifs ont été accomplis. Il est remarquable de constater à quel point l'eau propre est devenue une norme récemment. La possibilité de boire de l'eau du robinet sans souci pour la santé étant une avancée relativement récente dans l'histoire. La transition des méthodes traditionnelles comme l'ébullition et la prière vers des techniques modernes de filtration et de chloration marque un changement majeur dans les pratiques de traitement de l'eau. Malgré la tendance moderne à consommer de l'eau en bouteille, le désir pour des sources d'eau particulières aux propriétés curatives ou à signification spirituelle a été un thème récurrent tout au long de l'histoire. Les différentes marques d'eau en bouteille d'aujourd'hui ne sont que la dernière expression de cette aspiration ancestrale. Savourer une boisson à la fois pure, puissante et légèrement envoûtante est une joie subtile. L'eau, autrefois source de danger, coule désormais invisiblement sous nos centres urbains, à travers nos habitations, jusqu'à nos verres, dégageant une élégance poétique. Il est discret, peu ostentatoire, mais chaque goutte signifie des siècles d'expérimentation, d'innovation et de sagesse. L'eau pure est pratiquement la science dans la paume de votre main. Alors, la prochaine fois que vous étancherez votre soif, prenez un moment. Cette eau limpide, fraîche et sûre n'est pas arrivée là par hasard. Elle résulte de pratiques innovantes transmises de génération en génération. Des récipients en cuivre ancien et des flammes intenses aux conduits souterrains et aux rayons ultraviolets. Si vous pouvez en profiter sans crainte, vous contribuez à l'une des réalisations silencieuses les plus remarquables de l'humanité, tout cela d'un simple geste. Bien que l'eau puisse sembler simple, transparente, insipide et inodore, sous son apparence tranquille se cache une merveille scientifique. Elle dépasse le simple fait d'être un liquide qui remplit réservoirs et verres. Elle est une œuvre chimique à part entière, avec un caractère distinct. Si l'eau incarnait un être humain, ce serait celui qui orchestre silencieusement tout l'événement sans attirer l'attention. Multifacette, fiable, mais subtilement frappante. H2O sort de champion discret de la chimie, de la physique et de la biologie collectivement. Explorons les fondamentaux. Un atome d'oxygène seul, relié à deux atomes d'hydrogène dans une configuration en V ordonnée. Voilà H2O en résumé. Cependant, l'angle d'environ 185 degrés confère à l'eau certaines de ses caractéristiques les plus essentielles. Cette configuration donne naissance à une molécule polaire, dans laquelle le côté proche de l'oxygène porte une charge négative légère, tandis que le côté hydrogène possède une charge positive faible. Cette répartition déséquilibrée de la charge confère à l'eau
des propriétés adhésives au niveau moléculaire, favorisant la formation de liaisons hydrogènes avec d'autres molécules d'eau ainsi qu'avec une variété d'autres substances. Cette adhésivité moléculaire sous-tend certaines des lots présentent des caractéristiques extraordinaires telles que la tension de surface, qui se produit lorsque les molécules d'eau à la surface s'attachent étroitement les unes aux autres en raison de l'absence de molécules tirant de dessus. Cela crée une barrière invisible permettant aux araignées d'eau de se déplacer sans effort sur les étangs et empêchant l'eau de se répandre en fines couches. De plus, l'eau présente de la cohésion, où les molécules adhèrent entre elles, et de l'adhésion, où elles collent à d'autres substances. Ces propriétés permettent l'action capillaire, le processus par lequel l'eau peut monter contre la gravité, nourrissant les arbres et les plantes en transportant l'eau des racines aux feuilles. La houe, haute capacité calorifique spécifique de le seau, qui nécessite une quantité importante d'énergie pour augmenter sa température, joue un rôle crucial dans la stabilisation du climat de la Terre en absorbant et en libérant la chaleur progressivement. Par conséquent, des masses d'eau comme les océans et les lacs modèrent avec les fluctuations de température, créant des environnements plus hospitaliers pour diverses formes de vie. De plus, la capacité de l'EA à transporter la chaleur par le biais des courants océaniques, tels que le système de circulation thermohaline, régule les modèles climatiques mondiaux. Le Gulf Stream, par exemple, transporte de l'eau chaude du golfe du Mexique vers l'Europe de l'Ouest via l'océan Atlantique, contribuant au climat relativement doux de la région. Sans ce courant, des endroits comme Londres pourraient connaître un temps plus semblable à celui du Labrador. L'EA est souvent appelée le solvant universel, non pas parce qu'elle dissout tout, essayez d'immerger vos écouteurs dedans, mais parce qu'elle a la capacité de dissoudre un plus grand nombre de substances comparé à d'autres liquides. Cette propriété résulte de la polarité de l'eau, car les extrémités positives et négatives des molécules d'eau peuvent entourer et séparer les ions et les molécules, les désintégrant et les emportant dans la solution. Ce mécanisme explique comment le sel se dissout dans la soupe, comment les nutriments circulent dans le sang et comment le café extrait la saveur du grain. Discutons d'une autre caractéristique particulière de l'eau, la glace. Alors que la plupart des substances deviennent plus denses en gelant, l'eau se comporte différemment. La glace flotte en réalité, un phénomène crucial pour le maintien de la vie sur Terre. Lorsque l'eau gèle, ces molécules s'organisent en une structure cristalline qui occupe plus d'espace que dans son état liquide. Cette expansion rend la glace moins dense, ce qui lui permet de flotter sur l'eau liquide au lieu de couler. Si la glace couvrait le fond, cela entraînerait une catastrophe pour la vie aquatique en hiver. Les plans d'eau gèleraient de bas en haut, piégeant poissons et organismes sous des couches de glace de plus en plus épaisses. Heureusement, la glace flotte à la surface, conservant la chaleur dans l'eau en dessous et permettant aux écosystèmes de survivre aux températures de gel. Bien qu'il s'agisse d'une anomalie particulière, c'est une chanceuse. De plus, l'eau est indispensable aux processus biochimiques qui soutiennent la vie. De nombreuses réactions cruciales pour la vie ne peuvent se produire que dans des environnements à base d'eau. Au sein des cellules, les enzymes dépendent du milieu fluide pour interagir avec leurs partenaires moléculaires, et les protéines se replient, en leur forme fonctionnelle, dans un environnement aquatique. La stabilité de la double hélice de l'ADN est maintenue grâce à des interactions avec des molécules d'eau. Si, hypothétiquement, toute l'eau de votre corps était extraite, ce qui ne devrait absolument pas être tenté, il ne resterait qu'une pile sèche de molécules dépourvues de fonctions vitales. Bien que scientifiquement intrigant, vous ne seriez évidemment pas en vie. Les capacités remarquables de l'eau vont bien au-delà de la biologie. Des processus tels que les changements de phase, comme l'évaporation, la condensation, la fusion et la solidification, impliquent tous un échange d'énergie, qu'elle soit absorbée ou libérée. Par exemple, lorsque l'eau s'évapore, elle emporte la chaleur avec elle, ce qui explique pourquoi la transpiration aide à refroidir le corps. Inversement, lorsque l'eau se condense pour former des nuages, elle libère de la chaleur dans l'atmosphère, influençant les phénomènes météorologiques. La polyvalence de l'eau dans la transition entre les états, le stockage et la libération d'énergie alimente des phénomènes tels que les orages, les ouragans
et même quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de thé chaud à votre chevet. De plus, la nature presque incompressible de l'eau a en fait un excellent médium pour transmettre la force, comme le démontrent les systèmes hydrauliques présents dans les freins de voitures et les machines lourdes. En appliquant une pression sur une partie d'un système scellé rempli de fluide, la pression est répartie uniformément dans tout le fluide. Ce principe est utilisé par de nombreux êtres marins, comme les étoiles de mer qui, dépourvues de muscles, utilisent l'eau de mer pour déplacer leurs pieds tubulaires. La capacité de l'eau à sculpter est évidente dans sa faculté à creuser des canyons, façonner les côtes et rôder des grottes au fil du temps. Par persévérance et patience, l'eau transforme la roche solide en sable, traverse des montagnes avec ses rivières et redessine les paysages en façonnant des vallées en forme de U, laissant derrière elle des lacs et des formations marines. Donnez à l'eau suffisamment de temps et elle remodelera la surface de la Terre comme un maître artiste. Un artiste créant silencieusement sur une toile infinie. Un fait intrigant à méditer. L'eau, contrairement à la plupart des substances, atteint sa densité maximale non pas à son point de congélation, mais à une température fraîche de 4 degrés. Cela signifie que l'eau froide coule jusqu'à atteindre 4 degrés, après quoi elle commence à remonter en s'approchant du point de congélation. Cette propriété unique joue un rôle crucial dans le renouvellement des lacs, un processus saisonnier qui favorise la circulation des nutriments et de l'oxygène. Au printemps et en automne, des couches d'eau se déplacent et se mélangent, maintenant la santé des écosystèmes aquatiques. C'est un phénomène véritablement remarquable et subtil. La nature accomplissant son travail minutieux avec grâce et précision. Malgré sa simplicité de composition, l'eau présente un comportement complexe. Elle défie les règles conventionnelles en reliant les éléments, en fournissant de la nourriture, en refroidissant, en érodant et en s'écoulant. Nous interagissons avec l'eau sous diverses formes, de la vapeur au liquide en passant par le solide, car elle change constamment tout en restant essentielle. Malgré l'omniprésence de l'eau, ces mystères persistent. Les scientifiques découvrent continuellement de nouvelles facettes de sa structure moléculaire, de son comportement dans des conditions extrêmes et de sa tendance à défier les attentes de manière fascinante. Alors, la prochaine fois que vous tenez un verre d'eau, pensez que vous ne tenez pas simplement une boisson. Vous tenez une substance qui stocke la lumière du soleil, façonne les paysages, soutient la vie et suspend les créatures à sa surface. L'eau, ancienne mais courante, est tout simplement étonnante. Il est toujours en mouvement, même au milieu d'une tranquillité apparente, comme un lac serein à l'aube, une gouttelette sur une feuille ou un nuage flottant sans poids dans le ciel. L'eau est en perpétuel flux, faisant partie du système gracieux et efficace de la nature connu sous le nom de cycle hydrologique ou cycle de l'eau, une performance planétaire où chaque molécule joue un rôle dans la grande orchestration du mouvement de l'eau. L'eau circule depuis des milliards d'années à travers l'océan, le ciel, la sol, et revient sans cesse. Une étape clé de ce cycle est l'évaporation, où l'eau provenant de diverses sources, comme les océans, les lacs, les rivières et les flaques d'eau, est transformée en vapeur par l'énergie du soleil et s'élève dans l'atmosphère. Ce processus, bien que silencieux et imperceptible, se déroule à grande échelle chaque jour, avec des trillions de gallons d'eau étant soulevés dans le ciel par le soleil. Ce mécanisme naturel convertit efficacement la chaleur en mouvement avec une élégance remarquable. Non seulement l'eau s'évapore des masses d'eau, mais elle s'échappe aussi à travers les feuilles des plantes dans un phénomène appelé transpiration, collectivement connu sous le nom d'évapotranspiration. Les arbres, l'herbe et même la mousse libèrent devant de l'humidité dans l'air, contribuant progressivement à la vapeur dans le ciel. À mesure que la vapeur d'eau monte, elle se refroidit et se condense en minuscules gouttelettes autour de particules telles que la poussière, le sel ou le pollen, formant des nuages. Ces nuages prennent diverses formes, des nuages fins en haute altitude aux nuages sombres et lourds, pleins de précipitations. Lorsque ces nuages accumulent suffisamment d'air, la gravité attire les gouttelettes vers le bas, ce qui les amène à s'unir, à grandir, puis à revenir à la surface de la Terre sous forme de pluie, de neige, de grésil ou de grêle. Selon les circonstances, une goutte de pluie peut finir dans un ruisseau
dans le sol, sur une montagne sous forme de neige, ou être gelée dans un glacier pendant des millénaires. Alternativement, elle pourrait atterrir dans votre bouche de façon inattendue alors que vous profitez d'un moment de rire. Au cœur d'une tempête, l'avenir de l'eau est incertain, mais son voyage est inévitable puisqu'elle passe en route vers diverses destinations. Une fois que l'eau refait surface, elle suit plusieurs trajectoires. Certaines s'écoulent en pente douce, rejoignant rivières et ruisseaux en route vers de plus grands plans d'eau, d'autres s'infiltrent dans la terre, voyageant à travers le sol. La roche pour se mêler aux aquifères souterrains qui stockent l'eau pendant des siècles, et d'autres s'évaporent rapidement, surtout dans les zones chaudes et sèches. D'autres portions sont absorbées par les plantes, relançant ainsi le cycle. Ces mouvements ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi vitaux. Les rivières façonnent les paysages, transportent les nutriments et relient les écosystèmes. L'eau souterraine alimente les sources, soutient les forêts et régule la température et la chimie par le flux sous la surface. En fin de compte, l'océan sert de principal réservoir d'eau de la planète, contenant environ 97% de l'eau de la Terre. Les océans jouent un rôle double en étant à la fois le point de départ et le point d'arrivée du cycle hydrologique. Ils libèrent constamment de la vapeur dans l'atmosphère et la reconstituent via les rivières, les glaciers et les précipitations. Les courants océaniques, influencés par le vent, la température et la salinité, distribuent la chaleur à l'échelle mondiale, impactant le climat et la météo bien au-delà des côtes. Par exemple, des phénomènes comme l'oscillation australe, El Niño et la mousson indienne illustrent la relation complexe entre l'océan et l'atmosphère, orchestrée par l'eau et ses mouvements. Le cycle hydrologique est un processus continu qui implique plusieurs boucles interconnectées se déroulant simultanément. Les molécules ne se déplacent pas en ligne droite, mais errent, restent suspendues, montent et descendent, gèlent et dégèlent. Certaines complètent le cycle rapidement, tandis que d'autres peuvent prendre des siècles. Une molécule d'eau peut tomber sous forme de pluie, s'évaporer peu de temps après, ou rester piégée dans la glace polaire pendant des milliers d'années. Bien que les délais diffèrent, le cycle ne s'arrête jamais vraiment. Le passage de l'eau à travers le cycle agit également comme un mécanisme de purification naturelle. Lorsqu'il s'évapore, les impuretés restent en arrière, ce qui donne un vapeur principalement pur. Par conséquent, l'eau de pluie est initialement propre. Cependant, elle peut accumuler des polluants tels que la poussière et les émissions industrielles en descendant dans l'atmosphère, en particulier dans les régions fortement polluées. Cette contamination peut conduire à des pluies acides, nuisant à la végétation, aux infrastructures et aux écosystèmes aquatiques. Néanmoins, l'écosystème possède des moyens intrinsèques d'autocorrection. Les zones humides filtrent l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les rivières. Le sol absorbe et décompose les toxines, et les forêts contribuent à atténuer l'érosion et à réguler le niveau d'humidité. La nature a intégré des mesures de protection, servant de filtre vivant et de bouclier qui maintiennent l'équilibre du cycle de l'eau. Le cycle reste robuste lorsque ces systèmes sont en bonne santé, mais il peut être perturbé lorsqu'ils sont endommagés. Les actions humaines ont un impact significatif sur cet équilibre délicat. La déforestation réduit la transpiration et modifie les schémas de précipitation, tandis que l'expansion urbaine recouvre les surfaces naturelles perméables d'asphalte, augmentant le ruissellement et réduisant l'infiltration. La surexploitation des eaux souterraines peut épuiser les aquifères plus rapidement qu'ils ne se reconstituent. De plus, le changement climatique, alimenté par les émissions de gaz à effet de serre, exacerbe certains aspects du cycle, entraînant des tempêtes plus violentes, des sécheresses prolongées et des schémas de chute de neige imprévisibles. Avec une aire plus chaude capable de contenir plus d'humidité, les précipitations ont tendance à être plus intenses lorsqu'elles se produisent. Les variations de température affectent la fonte de la neige, modifiant le débit des rivières et la disponibilité de l'eau en aval. Les réservoirs du cycle de l'eau diminuant, ce qui impacte l'eau potable et le niveau de la mer. Malgré ces difficultés, le cycle de l'eau demeure un système remarquable sur Terre, alliant dynamisme et équilibre. Il relie tous les organismes vivants, depuis la petite mousse sur les rochers jusqu'aux arbres géants de l'Amazonie, reliant océan,
déserts, montagnes et prairies. Chaque goutte d'eau avec laquelle vous entrez en contact a participé à ce cycle, passant par différentes phases. Votre corps, composé d'environ 60% d'eau, contribue à ce cycle en absorbant et en libérant de l'eau. Vous êtes en quelque sorte une partie transitoire du voyage éternel des molécules OUEA. La prochaine fois que vous observerez des phénomènes naturels comme le brouillard, le gel ou la pluie, considérez-les comme une danse de l'eau qui se transforme à travers différentes formes et lieux. L'eau coule depuis bien avant l'existence de la vie marine ou des plantes, et elle perdurera, naviguant à travers le temps et l'espace, silencieusement, mais avec persévérance. La vie dépend fortement de ce mouvement subtil de l'eau, qui circule à travers différentes phases. Le cycle hydrologique n'est pas simplement un processus, c'est un récit durable qui se déploie à travers les continents et les airs, capturé dans les nuages, les rivières et les glaciers. Malgré ces complexités, le cycle se répète toujours de manière fluide. Il y a quelque chose d'aisément extraordinaire dans la simplicité d'ouvrir un robinet et de voir l'eau claire et propre couler. Obtenir de l'eau ne nécessite plus de chercher des sources, de faire bouillir sur un feu ou de filtrer à travers un tissu ou du charbon de bois. D'un simple geste du poignet, l'eau est facilement accessible pour boire, cuisiner, se laver, remplir une baignoire ou préparer du thé. Cette commodité, souvent donnée pour acquise, constitue en réalité une réalisation impressionnante de la science, de l'ingénierie et de la détermination. Le processus de transport de l'eau depuis ses sources naturelles jusqu'à votre verre possède une riche histoire d'expérimentation, de progrès et d'ingéniosité. Chaque goutte qui sort d'un robinet a parcouru un itinéraire soigneusement planifié, des réservoirs aux stations d'épuration, puis par des canalisations souterraines, garantissant qu'elle arrive à votre robinet de manière sûre, fiable et efficace. Ce récit met en lumière l'infrastructure cachée et les systèmes méconnus qui travaillent en harmonie pour satisfaire l'une des nécessités fondamentales de l'humanité. En commençant à l'origine, l'eau municipale provient généralement de plans d'eau de surface tels que les lacs, les rivières et les réservoirs, ou de nappes phréatiques appelées aquifères. Ces sources d'eau sont sélectionnées en fonction de leur disponibilité, de leur durabilité et de leur qualité, les conditions géographiques déterminant souvent si l'EA provient de la surface ou du sous-sol. Alors que l'eau de surface prédomine dans les régions humides, l'eau souterraine est plus courante dans les climats arides. Que l'eau provienne d'un lac de montagne ou d'un aquifère ancien, elle subit un traitement pour éliminer les impuretés telles que la saleté, les algues, les bactéries et les contaminants environnementaux. Ce processus de purification comporte plusieurs étapes. Le traitement de l'eau est un procédé visant à éliminer les impuretés et à garantir que l'eau est potable. Le parcours commence généralement à un point d'aspiration, où l'eau est prélevée à partir de la source et dirigée vers une station de traitement pour purification. Le processus comprend plusieurs étapes, débutant par une filtration pour éliminer les débris volumineux tels que les feuilles et les branches. La coagulation et la flocculation suivent, impliquant l'utilisation de produits chimiques pour faire agglomérer les petites particules en flocs plus gros, facilitant ainsi leur élimination. La sédimentation permet alors aux flocs plus lourds de se déposer au fond de grands réservoirs. Vient ensuite la filtration, où l'eau passe à travers des couches pour piéger les particules plus petites et certaines impuretés. La désinfection, la dernière étape cruciale, consiste à ajouter des désinfectants comme le chlore pour éliminer les micro-organismes nuisibles et protéger l'eau lors de sa circulation dans le réseau de distribution. Certaines stations de traitement introduisent également du fluor pour aider à prévenir la carie dentaire. Bien que cela suscite des débats dans certains groupes, les organisations de santé dentaire et publique soutiennent largement la fluoration de l'eau comme une méthode sûre et efficace pour améliorer la santé bucco-dentaire, en particulier chez les enfants. Après le traitement, l'eau purifiée est préparée pour circuler dans le réseau de distribution, composé d'un vaste système souterrain de conduites, pompes, vannes et réservoirs. Ces conduites vont d'anciens vestiges d'infrastructures plus anciennes
à des installations modernes fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion et surveillées par des capteurs numériques. Ensemble, ils forment un réseau hydraulique qui transporte l'eau vers divers endroits tels que les maisons, les écoles, les hôpitaux, les usines et les bornes d'incendie. L'entretien de ce système nécessite une attention constante de la part des ingénieurs, qui surveillent les niveaux de pression, la qualité de l'eau et effectuent des réparations pour prévenir les fuites et assurer une livraison d'eau sûre. De nombreuses villes ont conçu stratégiquement des zones de pression pour garantir un flux efficace de l'eau. C'est notamment en montant en pente et sur de vastes zones, tandis que des stations de relèvement et des réservoirs aident à réguler l'offre et la demande, en particulier lors des pics de consommation. Lorsqu'on ouvre le robinet, de l'eau propre, claire et vitale pour la vie, jaillit, marquant la fin de son parcours à ce moment-là. Cependant, le voyage de l'eau continue alors qu'elle s'écoule dans les canalisations vers les systèmes d'égouttes et finit par atteindre des stations d'épuration pour être nettoyée avant de retourner à la nature. Dans certaines régions, l'eau est purifiée à un niveau adapté à l'irrigation, au processus industriel ou même à la consommation, ce qui est connu sous le nom de recyclage de l'eau ou recyclage des eaux usées, parfois appelé toilette à la robinet, bien que les marketeurs préfèrent des termes moins colorés. En dehors de l'eau du robinet, l'industrie de l'eau embouteillée, évaluée à des milliards de dollars, offre des promesses de pureté, de goût et parfois un sentiment de luxe. Les sources d'eau embouteillées varient, allant des sources naturelles alimentées par des sources à des puits artésiens. L'eau du robinet municipal subit des processus de filtration simples avant d'être conditionnée avec des étiquettes haut de gamme. Bien que l'eau embouteillée puisse être un choix pratique, notamment en cas d'urgence ou dans les zones où l'approvisionnement en eau est compromis. Ces impacts négatifs sur l'environnement, les déchets plastiques, les émissions liées au transport et la consommation de ressources ont suscité des préoccupations. Opter pour des bouteilles réutilisables et utiliser des stations de remplissage public constitue une solution plus durable, pas pour de nombreuses personnes. La disponibilité d'une eau potable, propre et sûre reste un défi persistant dans certaines régions du monde. Les communautés dépourvues d'infrastructures adéquates comptent souvent sur des puits, la collecte de eau de pluie ou des sources d'eau éloignées, accessibles après de longs trajets. Dans les régions rurales de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud, aller chercher de l'eau est principalement une tâche chronophage assurée par les femmes et les enfants. Le manque d'accès à l'eau ne concerne pas seulement l'hydratation, mais a également des répercussions sur la santé, l'éducation et les perspectives économiques. Diverses technologies sont utilisées pour relever ces défis, tels que les systèmes d'eau gravitaires, les pompes solaires et les outils de filtration abordables aidant à fournir de l'eau potable dans des régions isolées. La désalination, méthode consistant à extraire le sel de l'eau de mer, est de plus en plus utilisée dans les régions arides, bien qu'elle reste énergivore. Parallèlement, des capteurs intelligents et la surveillance en temps réel améliorent l'efficacité et la résilience des systèmes d'eau urbains face à la croissance démographique et aux variations climatiques. Ainsi, l'eau entreprend un voyage méticuleusement conçu, depuis sa source jusqu'au robinet domestique. Cette expédition est rendue possible grâce à des siècles d'efforts humains, par des pionniers qui ont creusé les premiers puits, construit les premiers aqueducs et imaginé des villes où l'eau propre pouvait être accessible sans effort. L'Elabestin, un miracle de la civilisation moderne, opérant souvent de manière discrète en arrière-plan, nous rappelant sa présence lorsque nous prenons le temps d'y réfléchir. Chaque goutte d'eau qui coule de votre robinet porte la lourde charge de l'histoire et la promesse d'un avenir où l'eau propre sera universellement disponible. Alors, la prochaine fois que vous versez un verre d'eau prenez un instant pour réfléchir à l'incroyable voyage qu'elle entreprend. Prendre un moment pour apprécier le voyage révèle que ce qui semble simple est en réalité assez complexe. Passant de la conclusion d'un cycle à l'ouverture d'un autre, l'eau, claire, fraîche et incroyablement exceptionnelle, a accompagné l'humanité avec générosité et patience. Elle a coulé librement des rivières, des vallées du ciel,
et émerger de manière fiable des puits. Néanmoins, un changement notable s'est produit ces dernières années, modifiant la perception de l'abondance de l'eau. Cette évolution est visible avec la raréfaction de l'eau dans certaines régions et son excès dans d'autres à l'échelle mondiale. Les sécheresses prolongées, les inondations rapides, la fonte des glaciers, la diminution des aquifères et l'intensification de tempêtes de plus en plus étranges et fréquentes indiquent tout un nouveau chapitre dans le récit de Léo, qui n'est plus ancré dans le passé, mais se concentre sur notre avenir. Cet avenir dépend de plus en plus de la manière dont nous gérons cette ressource cruciale. En regardant la perspective plus large, bien que la Terre soit souvent appelée la planète bleue, seulement environ 2,25% de son eau est douce, avec près de 70% enfermés dans des formations glaciales. Moins de 1% est facilement accessible dans les lacs, les rivières et les aquifères peu profonds. Cette fraction est essentielle pour l'eau potable, l'agriculture, l'assainissement et l'industrie, soutenant plus de 8 milliards de personnes, des écosystèmes diversifiés et divers aspects de la société moderne. Alors que la population mondiale croît et que la consommation augmente, la demande en eau douce s'intensifie également. L'agriculture demeure le plus grand consommateur, utilisant environ 70% des prélèvements mondiaux d'eau douce pour soutenir la production alimentaire, tandis que l'industrie représente environ 20% et l'usage domestique couvre les 10% restants, comprenant des besoins essentiels tels que la cuisine, l'eau potable et l'hygiène personnelle. Ainsi, même l'eau présente dans un simple sandwich a parcouru un long trajet. Le parcours de l'agriculture implique la culture du blé, le soin du bétail, le nettoyage des produits et le fonctionnement des machines industrielles. Cependant, l'équilibre entre l'offre et la demande n'est pas toujours maintenu. Les réservoirs d'eau douce dans diverses régions du monde s'épuisent plus rapidement qu'ils ne peuvent être reconstitués. Les aquifères qui ont mis des millénaires à se remplir sont aujourd'hui vidés en seulement quelques décennies. Par exemple, l'aquifère d'Ogallala, dans le centre des États-Unis, une source d'eau importante, est fortement drainé pour soutenir l'agriculture, ce qui entraîne la disparition de puits dans certaines régions. En Inde, les niveaux d'eau souterraine chutent en raison d'une utilisation excessive et d'une réglementation insuffisante, mettant en danger l'accès à l'eau pour des millions de personnes. De plus, le changement climatique aggrave le cycle hydrologique. Des températures plus chaudes entraînent une évaporation accrue, asséchant les sols et réduisant la fonte des neiges dans les montagnes, qui alimentent traditionnellement en eau lentement au printemps et en été. Ce changement provoque une fonte des neiges plus précoce, des schémas de précipitation modifiés, des moussons retardés et parfois des sécheresses prolongées suivies de crues soudaines et dévastatrices. Le fleuve Colorado, qui traverse 7 États américains et alimente environ 40 millions de personnes, diminue en raison de la surexploitation, des sécheresses prolongées et de la hausse des températures. Des réservoirs comme le lac Mead et le lac Powell ont atteint des niveaux historiquement bas, révélant des lits de lacs asséchés et même des bateaux submergés. Le fleuve n'atteint plus l'océan, laissant les communautés qui en dépendent lutter pour faire face à la réduction de l'approvisionnement. À l'inverse, dans d'autres régions, il y a un excès d'eau qui pose problème. La montée du niveau de la mer envahit les côtes et contamine les sources d'eau douce. Des tempêtes intenses apportent des précipitations excessives, submergeant les systèmes de drainage et provoquant des inondations meurtrières dans des endroits comme le Pakistan, l'Allemagne et au-delà. Dans le sud des États-Unis, on a assisté ces dernières années à une recrudescence d'inondations dévastatrices, déplaçant des millions de personnes et causant des milliards de dollars de dégâts. En plus de ces événements visibles, il existe aussi des dangers cachés liés à la pollution, à la contamination et à une mauvaise gestion de l'eau. Des facteurs tels que les déchets industriels, le ruissellement agricole et le vieillissement des infrastructures représentent de graves menaces pour la qualité de l'eau. Les produits chimiques issus des engrais et des pesticides peuvent s'écouler dans les rivières, entraînant des proliférations d'algues nuisibles qui mettent en danger la vie aquatique et rendent l'eau impropre à la consommation. Par ailleurs, des substances toxiques comme les PFAS, connus sous le nom de produits chimiques éternels, ont été détectées dans les eaux souterraines de certaines régions,
suscitant des inquiétudes quant aux effets à long terme sur la santé. La présence de canalisations en plomb, semblables à celles impliquées dans la crise de l'eau à Flint, dans le Michigan, persiste dans de nombreuses villes à travers le monde. Bien que ces défis puissent sembler intimidants, le récit de l'avenir de l'eau ne doit pas se terminer en tragédie, au contraire. Il doit servir d'appel à l'action. Partout dans le monde, des individus découvrent des approches innovantes, pragmatiques et parfois esthétiquement plaisantes pour conserver, protéger et redéfinir nos interactions avec l'eau. Une solution encourageante est le recyclage de l'eau, où des systèmes de traitement avancés peuvent purifier l'eau usée à des niveaux proches de la distillation, permettant sa réutilisation dans l'irrigation, les activités industrielles, voire la consommation humaine. Certaines villes comme Singapour, ont adopté des technologies de pointe qui transforment les eaux usées en eau potable sûre grâce à une combinaison de microfiltration, d'osmose inverse et de lumière ultraviolette. Cette méthode est efficace, économique et étonnamment sophistiquée, même si elle pourrait bénéficier d'un nom plus convivial. Un autre domaine émergent est la désalinisation, un procédé qui élimine le sel de l'eau de mer. Alors qu'elle est traditionnellement considérée comme énergivore et coûteuse, les avancées technologiques la rendent de plus en plus faisable. Des pays tels qu'Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes, ont déjà mis en place des installations de dessalement à grande échelle pour fournir une part importante de leur eau potable. Des innovations comme le dessalement solaire et l'osmose inverse poussent encore plus loin les limites dans ce domaine. En matière de conservation, de petits ajustements peuvent produire des résultats significatifs, comme la mise en place de systèmes d'irrigation goutte à goutte. Utilisant beaucoup moins d'eau que les systèmes d'arrosage traditionnels, ces systèmes innovants apportent une hydratation ciblée directement aux racines des plantes. Les dispositifs intelligents d'économie d'eau, les robinets qui réduisent le débit et les systèmes de détection de fuite contribuent tous à réduire la consommation d'eau dans les foyers et les entreprises sans compromettre le confort. La pratique ancienne de la collecte de eau de pluie, qui consiste à recueillir et stocker l'eau de pluie pour une utilisation future, connaît une résurgence moderne, notamment dans les zones sujettes à la sécheresse. La gestion de l'utilisation de l'eau est fortement influencée par des politiques relatives aux droits d'eau, aux modèles de tarification et aux réglementations concernant l'accès, qui déterminent l'allocation, la quantité qu'est le coût de l'eau. Passer de systèmes non réglementés ou subventionnés à des systèmes soigneusement gérés et équitables peut améliorer l'efficacité et réduire le gaspillage. Bien que la régulation de l'eau puisse rencontrer des résistances en raison de la valeur sentimentale qui lui est attachée, la rareté incontrôlée reste l'alternative. L'éducation émerge comme un outil puissant pour souligner l'origine de l'eau, ses processus de traitement et la vulnérabilité de son approvisionnement, ce qui favorise une meilleure appréciation de cette ressource précieuse. La sensibilisation par le biais de campagnes éducatives dans les écoles, les zones urbaines et les communautés agricoles contribue à encourager des choix plus sages. La prise de décision collective peut avoir des conséquences importantes, montrant que l'avenir de la gestion de l'eau dépend non seulement des avancées technologiques ou des politiques, mais aussi de l'état d'esprit, du dialogue et des enseignements. Concernant l'eau, l'eau ne doit pas être considérée comme une ressource infinie, mais comme un patrimoine partagé par tous, chaque goutte jouant un rôle dans un cycle mondial unifié. L'impact de nos actions sur la qualité et la disponibilité de l'eau illustre sa nature interconnectée, soulignant la responsabilité que nous avons en tant que gardiens d'une ressource qui a résisté aux épreuves du temps et qui perdurera au-delà de notre existence, ayant été témoin de l'évolution de la planète depuis les ères anciennes jusqu'à aujourd'hui. L'eau circule désormais à travers les machines à laver et les cafetières dans le monde entier, reliant continents, écosystèmes et cultures. C'est une force modeste mais remarquable. Heureusement, l'eau possède une capacité remarquable à se renouveler lorsqu'elle est traitée avec soin. Elle nourrit, soutient et reconstitue. Face à des défis tels que les sécheresses et les inondations, l'eau offre un rappel plein d'espoir. Grâce à la conscience, à la créativité et à la collaboration, nous pouvons tracer une voie vers l'avenir. Son récit
tout comme son cycle continu, n'a pas besoin de se conclure. Il a le potentiel de perdurer si nous prêtons attention à sa sagesse. Cela marque l'aboutissement de notre exploration. Mais l'histoire de l'eau perdure indéfiniment. Elle coule sans cesse, passant des nuages au sol, des rivières aux océans, toujours en mouvement, en constante évolution, toujours en retour. De ses origines cosmiques au léger son de votre bouilloire qui bout, chaque goutte incarne une essence ancienne, témoignant de l'évolution de la Terre et de ses innombrables habitants. Notre voyage a tracé le parcours de l'eau, du cosmos au royaume terrestre, à travers les civilisations et les cours de vaisseaux. Dans nos corps et sous les paysages urbains, nous avons observé sa capacité à donner la vie, à façonner les terrains, à inspirer des légendes et à tester notre ingéniosité. Malgré sa complexité, l'essence de l'OAS reste constante, simple dans sa structure, mais extraordinaire dans ses capacités, patiente et puissante dans son influence. Elle demande peu, mais offre abondamment. Alors que vous vous installez pour la nuit et laissez vos pensées vagabonder, vous pourriez découvrir une nouvelle appréciation pour l'eau qui vous entoure, dans le verre à votre chevet, la douce pluie dehors, ou le rythme de votre respiration qui reflète le cycle universel. Avant de nous quitter, permettez-moi de revenir sur les questions posées au début de l'histoire, car le voyage de l'eau est une aventure qui offre d'innombrables merveilles. Les réponses, tout comme l'eau, unissent les individus. Je suis curieux de savoir d'où vous écoutez en ce moment. Quelle heure est-il dans votre région? Êtes-vous confortablement installé avec une boisson chaude ou laissez-vous les discussions scientifiques vous bercer jusqu'au sommeil? Si cette expérience vous a apporté de la détente, a insufflé un sentiment de curiosité tranquille dans votre soirée ou vous a donné matière à réflexion avant de dormir, je vous serai reconnaissant de montrer votre soutien en aimant ou en vous, abonnant à la chaîne du Scientifique Paisible. Votre soutien contribue à la création continue de ces explorations lentes et apaisantes à travers le temps, l'espace et le monde qui nous entoure. Sur ce, que vos rêves soient sereins, calmes et lucides, semblables à un lac paisible scintillant sous un ciel étoilé. Bonne nuit